À la une de cette édition, les recommandations issues de la première session ordinaire du Conseil économique et social, session consacrée à la résilience du secteur de l'agro-silvo-pastoral, l'un des secteurs qui paye le lourd tribut de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Que proposent les 90 conseillers comme solution de résilience? La réponse en début d'édition. Au sommaire également, la campagne cotonnière 2023-2024, une campagne qui connaît une hausse du prix plancher du coton, mais aussi des intrants. À l'appel de l'UNPCB, les producteurs se sont retrouvés hier à Bobo-Dioulasso pour un partage d'informations et surtout se mobiliser pour une bonne campagne cotonnière au Burkina Faso. Violence basée sur le genre et terrorisme au Burkina Faso, quelle contribution des avocates dans la protection des droits des victimes? Le réseau international des femmes avocates section Burkina tient depuis ce matin son 3e congrès. Nous serons avec Maître Liliane Dakouré pour en parler. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Premier mardi du mois de juillet, jour de montée des couleurs dans les institutions et démembrement de l'État dans la région des Hauts-Bassins. Le centre de formation professionnelle industrielle a accueilli ce matin l'activité qui se fait de façon tournante. Elle a vu la participation d'une délégation gouvernementale avec à sa tête le chef du gouvernement, Maneka Ien et Kadouro Menki. C'est une première pour le chef du gouvernement burkinabé de présider cette cérémonie régionale de montée des couleurs dans les Hauts-Bassins, accompagné de quelques membres de son gouvernement, Maître Apollinaire Joachim Somkielem de Tambela et l'ensemble des corps constitués de la région des Hauts-Bassins, tous à l'unisson entonnent l'hymne de la victoire, tout en ayant une pensée pieuse pour les victimes des attaques terroristes. Si actuellement notre pays est déchiré par des troubles fratricides, c'est justement parce qu'on a perdu le sens du drapeau. Il faut que nous ayons conscience que nous avons un seul drapeau, donc un seul patrimoine, un seul territoire à défendre, que nos enfants et nos petits-enfants, leur avenir se trouve ici. Et justement sur les chantiers du développement de la région des Hauts-Bassins, l'aide du gouvernement est attendue. Actuellement, c'est la saison des pluies. Dans notre région, cette période commence déjà à faire parler d'elle en termes d'inondation. Cela serait dû en grande partie au fait que la ville ne dispose pas jusque-là de canalisation adéquate. Je voudrais ici plaider auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour un soutien du gouvernement en vue de mettre un tant soit peu les populations de notre région à l'abri des inondations. À l'issue de cette montée des couleurs, le Premier ministre a visité quelques bâtiments du centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso. Fin de la première session ordinaire du Conseil économique et social. 4 semaines durant, les conseillers ont fait l'état des lieux de l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvo-pastoral avant de proposer aux autorités des solutions d'adaptation pour une meilleure résilience des acteurs. Quelques-unes des recommandations dans ce compte-rendu de Souleymane Sanou et Mounira Kiri. Les recommandations de cette session du Conseil économique et social s'adressent à l'État, aux partenaires techniques et financiers, aux collectivités territoriales et à tous ceux qui s'activent pour le rayonnement du secteur agro-silvo-pastoral au Burkina. L'impact de la crise sécuritaire sur le secteur n'est plus à démontrer et les 90 conseillers du CES attachent du prix à la mise en œuvre des recommandations qui visent la résilience du secteur agro-silvo-pastoral. Poursuivre et intensifier les initiatives pour une meilleure insertion professionnelle et sociale des acteurs agro-silvo-pastoraux déplacés internes et leurs hôtes. Renforcer la sécurisation foncière des aménagements agro-silvo-pastoraux à travers la mise à jour des différents schémas directeurs d'aménagement. Aménager des terres rurales communautaires à l'usage des populations et les déclarer indisponibles
pour protéger les villages de l'accaparement des terres. 4 semaines ont été nécessaires pour analyser en profondeur l'état des lieux et les stratégies de résilience du secteur agro-silvopastoral, un secteur qui emploie plus de 80% de la population active au Burkina et produit plus de 45% des ressources des ménages agricoles. Les recommandations formulées à l'attention du gouvernement et de ses partenaires ont pour but de consolider et d'améliorer les politiques mises en œuvre pour accroître de façon significative et durable les productions agro-silvopastorales, d'approvisionner conséquemment le pays, d'assurer la transformation et d'accroître la commercialisation. Tout en rendant hommage aux forces de défense et de sécurité, de même qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, le CES appelle à poursuivre et à intensifier les efforts de sécurisation du territoire national pour un Burkina de paix et pour un meilleur avenir du secteur agro-silvopastoral. Produire plus encore et encore, c'est le leitmotiv de la campagne agricole humide 2023-2024. Leitmotiv porté par le ministre en charge de l'agriculture en tournée dans les différentes régions du Burkina en vue de galvaniser les producteurs et surtout prendre connaissance de leurs préoccupations. Il était ce 1er juillet face aux acteurs de la région du plateau central. Le point des échanges avec Estelle Judith Assogba. De la région du centre-sud à celle du plateau central, c'est le même message véhiculé aux producteurs par le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Au regard de la saison qui est déjà engagée, qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître notre production et que nous puissions prendre rapidement des mesures pour que les producteurs et les productrices soient dans de bonnes conditions pour accroître leur production. Les décors étant plantés, place aux échanges. Sans langue de bois, les producteurs ont égrené un chapelet de difficultés auxquelles ils sont confrontés. Après la saison d'hivernage, nous n'avons plus rien à faire. Nous ne consommons que ce que nous avons produit durant la saison. Nous souhaitons que le ministre nous dote de fourrage. Là, ça va nous occuper en toute saison. Notre principale préoccupation, c'est la disponibilité des engrais. Chaque année, Zamblave 7 hectares. Mais par manque d'engrais cette année, je n'ai aménagé que 3 hectares. Si nous avons l'engrais, nous pourrons produire davantage. À toutes ces préoccupations et bien d'autres, le ministre Ismaël Sombier et ses techniciens ont apporté des réponses appropriées. Il y a un grand nombre de PDI, ce qui nous interpelle davantage sur des questions foncières, sur des questions d'aménagement et sur des questions de mise à disposition aussi des moyens de production. Nous allons rendre compte, mais à notre niveau, nous allons également voir avec nos différentes directions techniques quelles sont les mesures qui peuvent être prises rapidement pour soulager ces PDI-là et faire en sorte qu'ils retrouvent leur dignité. Des échanges fructueux qui galvanisent davantage les producteurs et tous souhaitent que le ciel ouvre grandement ses vannes afin que la campagne agricole 2023-2024 soit excédentaire. Même vœu des acteurs de la production de coton qui se mettent également en ordre de bataille pour une bonne campagne cotonnière. Et il y a de quoi au regard du prix plancher du coton qui connaît une hausse pour la présente campagne. À l'appel de l'Union nationale des producteurs du coton, les acteurs se sont retrouvés hier à Bobo-Dioulasso pour une assemblée générale. Compte rendu de Hassan Gourabou, Salam Dabal et Ali Traoré. Le prix du kilogramme de coton à la campagne cotonnière 2023-2024 passe de 300 à 325 francs CFA pour le premier choix et 300 francs CFA pour le deuxième. C'est la principale information donnée à ces responsables régionaux et provinciaux de zones cotonnières du pays à cette Assemblée générale de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso. Une rencontre qui se veut aussi un cadre de sensibilisation sur le prix des intrants qui connaît aussi une hausse. Tous nos intrants quittent les deux pays, la Russie et l'Ukraine, donc ils sont arrivés à un prix vraiment exceptionnel. Donc, cette année, ils ont pu faire une subvention de 10 milliards pour les producteurs de coton pour subvention des intrants. Et maintenant, comment faire
pour travailler ces intrants et puis s'en sortir. C'est ces sensibilisations, c'est ces différentes sensibilisations qu'on doit donner à tous nos membres, à tous les producteurs dans les campements pour dire que attention, il faut changer de manière de faire. Cette année, c'est difficile. On dit que quand c'est dur, il faut chercher aussi des solutions dures. Les années passées, le prix des intrants à l'hectare, tout au plus 98 000 francs, tu couvres vraiment le crédit à l'hectare. Mais cette fois-ci, peut-être il faut aller au-delà de 150 000 et quelques. Donc ça veut dire que pour des producteurs réellement qui ne font pas de bons rendements dans leurs champs, ce n'est pas évident. Qu'à cela ne tienne, ce sont des producteurs qui se disent engagés pour relever le défi de la productivité cotonnière cette année. Il suffit que Dame Nature soit clémente et que la situation sécuritaire s'améliore. Le réseau international des femmes avocates section Burkina, solidaire des victimes du terrorisme au Burkina Faso. Elles réfléchissent depuis ce matin aux stratégies en vue de préserver les droits et la dignité des femmes. C'est à l'occasion de leur 3e congrès ouvert ce matin. Écoutons la présidente du RIFAB au micro de Souleymane Sanou et Inine Kambiri. Alors que notre pays traverse une profonde crise sécuritaire, le RIFAF, très préoccupé par cette situation nationale, a voulu axer les travaux de ce 3e congrès sur l'apport de ses membres à l'effort de guerre en choisissant comme thème « Violence basée sur le genre et terrorisme au Burkina Faso ». Quelle contribution des avocates dans la défense des droits des victimes? C'est un sujet assurément important et grave, dans un contexte où le terrorisme s'est fait allier de l'extrémisme violent, pensant ainsi vainement avoir raison de notre chère nation. En effet, il s'agira de réfléchir pendant les 3 jours sur l'identification des pistes de solutions pour une implication effective des avocates dans la défense des femmes et des victimes de violences basées sur le genre dans le cadre du terrorisme. Pour aller plus loin sur le sujet, nous recevons sur ce plateau Maître Liliane Dakouré, co-présidente du comité d'organisation du RIFAF. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Voilà, on l'a entendu avec la présidente du réseau Violence basée sur le genre et terrorisme au Burkina Faso. Quelle contribution des avocats dans la protection des droits des victimes? Voilà, c'est le thème du congrès. Alors, quel est le constat qui est à l'origine de ces thèmes retenus pour votre 3e congrès? Tout d'abord, je vous remercie de me recevoir sur le plateau et je voudrais apporter une rectification avant de répondre à votre question. Et l'intervenante que vous avez entendue, en fait, est la présidente du comité de la commission thème. Okay. Ce n'est pas la présidente du réseau. Okay, voilà. Maintenant, le constat qui nous a amené à choisir ce thème de congrès, c'est notre contexte qui ne peut laisser indifférent. Et nous savons que avec le contexte que nous vivons, les femmes sont celles qui paient le plus lourd tribut. Et les femmes et les enfants. Et c'est cela qui nous a motivés à choisir ce congrès, étant donné que nous-mêmes, nous sommes des femmes. Nous sommes sensibles à la thématique. Mais notre objectif aussi est de promouvoir et de défendre les droits des femmes. Et pour cela, nous nous sommes donnés comme moyen de renforcer nos membres, de renforcer leurs capacités, afin qu'elles soient plus à même de contribuer à la défense des femmes victimes de violences basées sur le genre, mais spécifiquement les violences qui s'exercent dans un contexte de terrorisme. Mais quel est l'état des lieux de l'engagement des femmes avocates dans la défense des droits de ces victimes du terrorisme? Est-ce que vous êtes suffisamment engagées sur ce terrain-là? Justement, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, parce que la volonté existe de s'engager sur cette thématique, parce que nous intervenons déjà dans la protection des femmes victimes de violences basées sur le genre, dans le contexte normal, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, lorsque ces violences-là s'exercent dans un contexte de terrorisme, il y a une particularité, parce qu'il y a la difficulté même d'identifier les auteurs
les auteurs de violence. Le contexte est différent quand c'est dans le cadre du terrorisme et quand c'est dans le cadre ordinaire. Le cadre ordinaire, nous avons l'habitude d'intervenir. Maintenant, nous voulons intervenir aux côtés de nos sœurs victimes du terrorisme, mais nous avons certaines limites parce qu'on n'est pas suffisamment outillés, ça nous le reconnaissons honnêtement. Et c'est la raison pour laquelle aussi un des panels, des sous-thèmes de ce congrès-là va nous permettre de nous outiller davantage pour mieux accompagner nos sœurs. Alors, vous voulez les accompagner, sachant que ces femmes sont le plus souvent démunies parce qu'elles ont abandonné tout aux victimes du terrorisme. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez à ce niveau quand on sait que les honoraires souvent sont les facteurs qui découragent toute personne qui veut aller vers vos services, vers une assistance judiciaire? Bon, pour répondre à cette question, je ne peux pas résister à la tentation de citer Balzac, qui disait qu'un avocat qui a conscience de sa profession défend les pauvres comme les riches. Et plus encore, les premiers, c'est-à-dire les pauvres. Parce que c'est plus une question, c'est moins une question d'argent que de justice. Nous avons embrassé cette profession, c'est pas pour faire carrière, c'est pas pour faire fortune. Certes, nous avons besoin quand même de vivre du métier que nous exerçons, mais ce qui nous a amené dans cette profession, c'est de défendre les sans-voix. Donc, notre objectif majeur, c'est de promouvoir les droits de ceux qui ne peuvent plus se défendre. Donc, ce n'est pas une question d'honoraire qui va nous empêcher de venir au secours de nos sœurs. Ok, revenons à votre 3e congrès ouvert ce matin. Quel est le menu de ce congrès-là? Bon, au congrès, nous avons des communications, des panels, et 3 panels et 3 communications qui vont couvrir les différents sous-thèmes que nous avons identifiés. Et l'un des sous-thèmes, et pas des moindres aussi, c'est de réfléchir sur l'internalisation des textes internationaux et régionaux de promotion des droits de l'homme en général et des droits de la femme en particulier dans nos juridictions nationales. Parce que nous avons nos textes nationaux. C'est vrai que nous avons ratifié aussi les textes internationaux, mais ces textes-là ne trouvent pas toujours la voie à s'appliquer. Parce qu'ils ne sont pas peut-être très bien connus, très bien acceptés. Quand il s'agit des textes nationaux, ça ne pose pas de difficultés, mais quand on va se référer aux textes internationaux, c'est un peu plus compliqué, même si on les a ratifiés. Donc, un des sous-thèmes sera de réfléchir sur cette question. Un autre aussi des sous-thèmes sera de voir quelles contributions concrètement les femmes avocates peuvent apporter aux victimes. Et ça rejoint un peu la question que vous m'avez posée précédemment. Bon, il y a la question du litige stratégique, mais aussi il y a la question du pro bono. Ça revient à ce que vous avez dit. Le pro bono, c'est de défendre bénévolement des victimes. Okay, alors, voilà. Je m'imagine que les participantes sont essentiellement des avocates. Est-ce qu'il y a d'autres profils pour ce congrès-là où vous êtes Oui, bon, c'est essentiellement des femmes avocates et nous avons plusieurs délégations étrangères qui sont arrivées puisque c'est un réseau international. Mais nous avons ciblé aussi 14 organisations de promotion des droits de la femme. Parce que dans ce que nous proposons, nous voulons aussi renforcer les organisations de promotion des droits de la femme même sur les textes et procédures applicables devant les juridictions africaines de promotion des droits de l'homme. Et puis aussi, il y a nos frères, les avocats, parce qu'on ne peut pas mener ce combat entre femmes toutes seules. Il faut aussi que nos frères nous soutiennent. Donc, nous avons aussi nos confrères avec nous. Ok. Merci bien, Madame Dakouré, pour toutes ces informations. Je vous remercie. Et surtout, bon congrès à vous. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition et nous nous rendons à Kaya où le projet d'appui à l'emploi des jeunes en milieu rural a formé des jeunes et des femmes porteurs de projets du Centre-Nord. La formation a surtout levé un coin de voile sur les opportunités d'entrepreneuriat dans l'agro-business. Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. Le projet d'appui à l'emploi des jeunes renforce les capacités des jeunes et femmes porteurs de projets en milieu rural à Kaya. Cette formation se focalise entre autres sur l'agriculture, l'artisanat, l'élevage et des métiers émergents. Cette formation en sorte consiste à une séance de sensibilisation et d'information préalable à un processus de sélection pour recruter une cohorte féminine de 50 femmes en vue de les incuber au sein de l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. Les zones rurales sont délaissées, alors que c'est là-bas que le potentiel même de l'économie se repose. Donc,
s'est dit il faut revenir en arrière à la source. Voilà, développer la base et ainsi on pourra quand même trouver matière pour développer quand même notre économie de façon substantielle. Pour les porteurs du projet, cette formation va leur permettre de mener à bien leurs activités pour booster l'économie locale. On avait besoin d'un pouce pour vraiment réussir. Je suis cunicultrice, je fais le lapin. Voilà, et j'avais besoin de développer ce projet et là, ils sont les bienvenus pour moi. Ce projet est financé à plus de 8 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Rotary Club Ouagadougou, de nouveaux élus pour une nouvelle année rotarienne 2023-2024. Au total, 7 présidents ont passé le témoin ce 1er juillet à leurs successeurs. Une occasion de bilan pour les équipes sortantes. C'est Lassina Ouattara et Sonia Kokti. Ninata Ouedraogo Sanou, Aimé Olivier Bado, Sibiri Barthélémy Zoma, Isaac Sanou, ainsi que 3 autres du Rotary Burkina sont chargés ici du collier de président qui les rend chacun responsable de la conduite et des activités de leurs différents clubs pour un mandat d'une année. La tâche qui nous attend est immense, mais exaltante à la fois, car nous savons compter sur tous pour relever les différents défis. Ensemble, nous œuvrons à poursuivre les projets sociaux et humanitaires déjà amorcés par nos passe-présidents pour que le Rotary rayonne toujours au Burkina Faso et dans le monde. Créer de l'espoir dans le monde, c'est l'élan avec lequel le Rotary aborde sa nouvelle année. Et les nouveaux présidents ont l'intention de s'imposer à travers leurs actions. Je pense que chaque président a ce qu'on appelle un plan d'action, voilà, qu'ils ont déjà déployé au niveau des clubs. Et vous allez nous sentir sur le terrain. Aussi, les nouveaux leaders de clubs veulent agir dans l'union pour impacter considérablement leur mandat et l'organisation en général qui intervient dans plusieurs domaines humanitaires dont la promotion de la paix. Il y a la lutte contre la polio. Le Rotary est le principal bailleur de fonds. Il y a la lutte contre les cancers féminins, la malnutrition, la protection de l'environnement. Le Rotary au Burkina compte 13 clubs ouverts pour adhésion. Fondé en 1905 par l'avocat américain Paul Harris, l'organisation est engagée dans le service pour les plus défavorisés. Le Rotary compte plus d'1,5 million de membres repartis dans 200 pays et régions à travers le monde. De quoi parler quotidien dans leur parution de ce mardi de la décision du président sénégalais sur sa candidature en 2024. Au plan national, il est question des réquisitions du procureur dans le procès Vincent Dabilgou et autres et de la tenue de la 5e rencontre État-secteur privé. La revue de Sekou Zongo. Le dialogue État-secteur privé 5e édition se tient dans la capitale économique burkinabé et les journaux en parlent dans leur grand ensemble. Car d'examen des préoccupations spécifiques du monde des affaires, cette année, la rencontre État-secteur privé se penche sur le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso, informe le journal de tous les Burkinabés citoyens. Le thème de cette année est plus actuel selon le ministre en charge du commerce, car explique-t-il en ces termes, notre modèle de développement qui place l'investissement productif au cœur des priorités est confronté à des difficultés de mobilisation foncière. Le chef du gouvernement souhaite donc que des propositions concrètes soient faites afin que le secteur privé puisse mieux jouer son rôle moteur de développement. Ces propos sont repris par Aujourd'hui au Faso. Autre sujet développé dans les parutions du jour, le procès Vincent Dabilgou et autres. Ce sont les réquisitions du parquet qui occupent les journaux. 15 ans de prison, dont 10 fermes, 500 millions d'amendes et la confiscation des biens à hauteur de 926 620 966 francs CFA. C'est entre autres réquisitions du parquet contre l'ex-ministre des Transports Vincent Dabilgou. Pour son DAF, Jean-Gabriel Serré, le procureur requiert 24 mois de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA. Il est également demandé au juge de le déchoir de ses droits civiques. Toutes ces informations sont à lire dans les colonnes du journal Le Pays.
Et puis au Sénégal, Macky Sall ne sera pas candidat pour un 3e mandat. C'est l'information à la une de l'Observateur Palga. C'est la surprise du chef, s'exclame le doyen des quotidiens burkinabés. Macky Sall ne sera donc pas candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Pour mon confrère, avec cette annonce du chef de l'État sénégalais, nul doute que le mercure sociopolitique sénégalais qui ne cessait de monter va retomber. Et c'est le pays de la Teranga qui doit pousser un grand ouf de soulagement, conclut le journal. Ainsi s'achève ce 13h. Merci à vous qui l'avez feuilleté en notre compagnie. L'actualité revient à 14h en langue nationale et 19h, 20h et 23h en français. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina. À demain.